les Américains sont très en colère face à l'armée libanaise qui n'a pas accompli ce qu'elle a promis et que les Américains même doutent, je dirais, de certains officiers supérieurs libanais qui sont en contact avec le Hezbollah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le spécialiste, notre spécialiste du dossier libanais. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur les derniers développements. Il doit se tenir aujourd'hui à Paris une rencontre assez importante au cours de laquelle le chef d'état-major de l'armée libanaise, Rudolf Eikal, doit présenter, on va dire, des rapports à des interlocuteurs français, américains et saoudiens concernant, on va dire, la capacité ou l'incapacité de l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah, et aussi un rapport sur les besoins de l'armée libanaise en termes de budget, pour permettre justement de relever les défis auxquels elle est confrontée. Alors, expliquez-nous un peu le contexte de cette rencontre. Alors, le contexte est très simple. C'est l'armée libanaise a promis jusqu'à la fin de 2025 de se débarrasser de la présence du Hezbollah au sud du Litanie, ce qui ne se passe pas actuellement. Et naturellement, la faute est accordée à Inde, à Israël, qui refuse de se retirer, donc et qui ne donne pas les moyens de conviction au gouvernement libanais pour pouvoir appliquer sa politique envers le Hezbollah. Donc c'est en premier lieu. Deuxième lieu, c'est le fait que l'armée libanaise n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir, je dirais, conduire sa politique. Donc, et ce problème-là provient du manque, de l'incapacité, comme vous l'avez si bien décrit, de l'armée libanaise, puisqu'il n'y a pas de budget. L'armée libanaise dépend essentiellement, les salaires des soldats libanais dépendent des États-Unis, dépendent du Qatar et d'autres donateurs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la séquence qui va se passer à Paris, c'est en principe une présentation de projets ou d'avancement de l'armée libanaise dans le désarmement du Hezbollah, et en contrepartie recevoir des donateurs, des pays donateurs, financer les moyens pour agrandir l'armée, et pour naturellement lui fournir des équipements nécessaires. Tout cela naturellement vient du fait que les Américains sont très en colère face à l'armée libanaise qui n'a pas accompli ce qu'elle a promis, et que les Américains même doutent, je dirais, de certains officiers supérieurs libanais qui sont en contact avec le Hezbollah, et certainement Rudolf Eikal lui-même qui est en contact avec Rafik Safa, l'homme fort de Hezbollah, et qui semble coordonner, je dirais, son job futur dans l'avenir, sa présidence de l'État libanais. Donc c'est dans ce contexte-là que tout se passe, et naturellement, il faut se rappeler il y a ici une retenue de la part d'Israël. Oui. Israël attend la fin de l'année, puisque les Libanais ont déclaré que jusqu'à la fin de l'année, au moins la partie au sud du Litanie serait débarrassée de la présence du Hezbollah. Bien, on verra, parce qu'autrement, Israël menace naturellement d'agir d'une façon sérieuse et d'une façon capitale contre le Hezbollah pour réduire, je dirais, les tentacules de cette pieuvre sur l'appareil gouvernemental libanais, et permettre au gouvernement libanais de prendre des décisions indépendantes qui, jusqu'à présent, sont bloquées par le Hezbollah. Alors en fait, oui. Jacques, il est exact de dire que finalement, c'est la pression militaire des Israéliens qui a provoqué, on va dire, ces derniers développements et cette volonté, on va dire, des pays acteurs de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de s'impliquer pour essayer de sauver l'armée libanaise, si on peut dire. Tout à fait. Je me rappelle que Tom Barak avait bien dit aux Libanais, écoutez, oui. Si vous êtes incapables de désarmer le Hezbollah, nous avons des amis qui sont très forts. Et ces amis, ce sont les Israéliens. Ils n'attendent qu'un feu vert de la part des États-Unis. Maintenant, il faut aussi prendre en considération qu'il y a un changement dans l'attitude américaine. L'ambassadeur américain à Beyrouth,
Michel Issa, Libanais d'origine, a parlé d'une certaine façon de containment, c'est essayer de limiter les dégâts du Hezbollah, alors que Tom Barak, le délégué officiel pour parler, dit très simplement qu'il faut empêcher l'emploi de ces armes. Donc il ne s'agit pas ici de désarmer. Cette position est contraire à la position officielle des États-Unis. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a une panique qui sévit aujourd'hui au Liban de la part de tous les partis libanais et certainement du Hezbollah, l'appréhension de la menace israélienne qui pourrait agir d'une façon magistrale cette fois-ci, beaucoup plus dense et beaucoup plus agressive qu'elle ne l'a été durant la campagne de 24. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe aujourd'hui, par exemple, à Paris, pour que les Américains, les Français, les Saoudiens soient convaincus et puis, on va dire, ouvrent leur portefeuille et financent, rajoutent, on va dire, un budget à l'armée libanaise pour qu'elle puisse, au moins, en tout cas, priver le Hezbollah de son armement ? Écoutez, les Saoudiens ont été très clairs. C'est comme les Américains. Si vous n'allez pas, désarmer le Hezbollah et vous n'allez pas entreprendre des réformes financières dans le pays, eh bien, oubliez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne sera pas le fournisseur de financement pour l'armée libanaise. C'est la même chose aussi chez les Américains qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut ménager le chou et la chèvre. Et comment faire pour que, d'un côté, ne pas briser, ne pas suffoquer le système libanais, de l'autre côté, essayer d'arriver à un certain banc. Le Hezbollah devra être convaincu qu'il faut qu'il se retire. Mais maintenant, le problème n'est pas Hezbollah au Liban. Le problème se situe à 2000 km d'ici, à Téhéran. Les Iraniens, je vous rappelle, Ali Vilayeti, qui était le ministre des Affaires étrangères il y a quelque temps, a déclaré que la présence de Hezbollah était beaucoup plus importante que le sel et l'eau au Liban. Le sel et l'eau, naturellement, et le pain et l'eau, c'est la même chose. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, les Iraniens sont en train de mijoter, je dirais, le terrain et des délégations, d'après délégations sont en train d'arriver au Liban, et les rumeurs parlent d'un remplacement, écoutez bien, d'un remplacement de Naïm Qassem par quelqu'un d'autre beaucoup plus charismatique, beaucoup plus sérieux dans ses positions, et naturellement capable de tenir tête aux Américains et naturellement au Liban. Alors justement, puisqu'on parle de l'Iran, on est quelques 6 mois après la guerre des 12 jours, on en a parlé ces derniers temps. Finalement, lorsque l'on est dans cette situation où l'on voit que le Hezbollah continue à être actionné par l'Iran à coût de milliards de dollars, pourquoi finalement on n'envisage pas du côté des Américains et des Israéliens, au lieu d'essayer de désarmer le Hezbollah, de frapper à la tête de la pieuvre ? Écoutez, il se passe beaucoup de choses dans les couloirs et dans les corridors du pouvoir. Certainement, les Iraniens essaient d'arriver à un accord avec les Américains concernant le nucléaire, et cela se passe naturellement loin de tout média, loin de toute possibilité de médias d'atteindre ces milieux-là. Et donc, vous avez bien raison. Les Américains sont conscients que la tête de la pieuvre est à Téhéran et qu'il faut traiter avec cette pieuvre et la neutraliser. Maintenant, est-ce que les Iraniens vont le faire? Écoutez, les Iraniens sont des as dans la ruse et dans la politique. Je dirais, les lettres persanes nous ont appris depuis longtemps que les Iraniens excellent dans la politique et dans la diplomatie. Ils sont capables de mentir. Ça fait partie de leur idéologie, et pour arriver à leur fin. Et leur fin est très claire, c'est essayer d'éliminer l'État d'Israël. Et cela, il faut être conscient de cela et être sur ses gardes tout le temps et considérer l'Iran comme un ennemi réel. Ok, alors je voudrais qu'on aborde, puisque c'est vraiment l'actualité brûlante, la conclusion de ce marché de vente de gaz à l'Égypte. On en avait parlé il y a plusieurs mois. Ça s'est confirmé hier, apparemment donc sous la pression de Donald Trump, qui voulait voir un rapprochement entre l'Égypte et Israël. Concrètement, qu'est-ce que cela peut signifier et quelles peuvent être les répercussions sécuritaires de cet accord sur le vente de gaz à l'Égypte ? Écoutez, dans ce dossier, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées de la part d'Israël. Je vous rappelle que il y a quelques mois de ça, une campagne a été orchestrée par le bureau du Premier ministre
en disant que l'Égypte est en train de violer les accords de Camp David avec le déploiement de son armée dans le Sinaï, et que naturellement c'était contraire à tous les engagements que l'Égypte avait pris avec Israël. C'était une campagne orchestrée qui semblait être, je dirais, dirigée par le Qatar, qui voulait déplacer les Égyptiens d'un côté pour se placer au centre des négociations avec le Hamas. Cela dit, donc les accords sur le gaz devaient être signés depuis longtemps. Et du coup, le ministre de l'énergie israélien, avec d'autres officiels israéliens, ont déclaré que cet accord-là ne serait signé que si jamais les Égyptiens revenaient sur toutes les infractions qu'ils avaient faites dans le Sinaï. Et maintenant, du coup, on entend qu'il y a une signature, et il y a naturellement, comme le Premier ministre a déclaré, que le Premier ministre a pris soin des besoins sécuritaires israéliens. On ne sait pas lequel. Est-ce que l'armée égyptienne va se redéployer dans le Sinaï? On ne sait pas encore. De toute façon, ce qu'il y a ici, c'est tout simplement l'Égypte a besoin de cette énergie, et comme cette énergie pour pouvoir continuer, je dirais, son développement. Et naturellement, du point de vue israélien, la paix avec l'Égypte, c'est une paix stratégique. Oui. Imaginez-vous un autre front avec l'Égypte, avec une armée qui est beaucoup plus puissante que n'importe quelle autre armée arabe. Donc, je dirais, le fait que nous ayons un accord de paix avec l'Égypte, c'est un accord essentiel, stratégique, qui est très important pour la sécurité d'Israël. Et je suis bien content que finalement cet accord a été signé. Le fait que finalement, il faut le reconnaître, l'Égypte sera dépendante du gaz israélien. Et cela, naturellement, c'est une première. Eh bien voilà, c'est extrêmement important et c'est encourageant en tout cas. Peut-être qu'effectivement, comme le disent les journaux ce matin, cela provoquera une première rencontre entre Benyamin Netanyahou et le président Al-Sisi, probablement en Floride à la fin de l'année. Merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, surtout ce qui se passe au Liban, un terrain que vous connaissez parfaitement, et également donc avec cet accord de vente de gaz israélien à l'Égypte. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À vous aussi, Daniel.